Vous voyez ça? C'est la première des 3 véritables apparitions du 8e Docteur de Paul McGann dans une aventure originale à l'écran. Le célèbre téléfilm de 1996, qui est un excellent nanar, mais un nanar tout de même, et qui a échoué à la mission qu'il s'était donnée, à savoir réussir à relancer la série Doctor Who moins d'une dizaine d'années après sa fin en 89. Après, la suite, bien évidemment, vous la connaissez. RTD revient en 2005 avec Christopher Eccleston dans le rôle principal, 9e incarnation du Docteur, suite à quoi la BBC cancel Christopher Eccleston et lui nique sa carrière, David Tennant lui succède et devient le Docteur en lettres majuscules dans l'esprit des gens, et voilà. Mais ceci dit, le personnage du 8e Docteur a ses propres aventures, et ce, depuis 2001 grâce à la société de production de drames audio Big Finish que nous avions évoqué dans la vidéo sur Time Lord Victorious. Et bien que le 8e Docteur ait eu son début et sa fin à l'écran grâce au mini-épisode La Nuit du Docteur, les aventures de ce personnage sont loin d'être terminées et toujours en production. Ce mois-ci, nous allons donc nous attaquer à la première saison des aventures audio du 8e Docteur chez Big Finish. Les aventures audio du 8e Docteur ont commencé dans ce qu'on appelle la Main Range, qui est le prolongement, si vous voulez, de la série classique de Doctor Who, car elle a gardé le même format d'épisode et concerne les Docteurs du 5e au 8e. Cette saga s'est terminée cette année avec son 275e épisode The End of the Beginning. Ceci étant dit, les aventures du 8e Docteur ont un traitement différent des autres car tout était à construire pour ce personnage, quand les ères de ses prédécesseurs avaient toutes un début et une fin à l'écran, et surtout plein d'aventures entre les deux. Il y a donc une construction et une suite chronologique claire concernant ces histoires. La première saison du 8e Docteur est sortie entre 2001 et 2003 et est composée de 10 épisodes avec un 11e qui a aussi la particularité d'être celui qui célèbre les 40 ans de la série. À la réalisation, nous retrouvons Nicholas Briggs, Mark Gatiss, Alan Barnes, Gary Russell et Barnaby Edwards. Ces gens sont presque tous également à l'écriture, avec en plus Paul Marks, Robert Sherman, Paul Cornell, Caroline Simcox et Justin Richards. On commence en douceur avec Storm Warning qui réintroduit Paul McGann dans le rôle du Docteur et introduit India Fisher dans le rôle de Charlotte Pollard qui, vous l'aurez deviné, est la compagne du Docteur en devenir. Ces deux personnages vont se retrouver malgré eux mêlés à une mission de la couronne britannique en 1930 consistant à renvoyer un extraterrestre vers les siens et établir un premier contact avec eux et leur piquer des armes éventuellement. L'intrigue se déroule à bord du Zeppelin R101 qui s'est écrasé en France, laissant moins d'une dizaine de rescapés et étant resté dans les mémoires comme étant le 3e pire incident de l'histoire du Zeppelin. Nos héros vont rencontrer la race des Triskeli qui s'est divisée en 3, à savoir d'un côté les ingénieurs, représentatifs de la raison, les destructeurs, représentatifs du cœur, et au milieu le juge qui est chargé de trancher, mais qui est plus là pour contenir les destructeurs car ils ne sont pas rationnels et par conséquent détruisent tout. Suite à la rencontre, les Anglais ont réussi à voler une arme des Triskeli et le Docteur n'est bien évidemment pas d'accord avec ça. Il va se prendre la tête avec un membre d'équipage et leur affrontement va mener à la destruction du Zeppelin. Le Docteur et Charlie s'en sortent à dos de Vortisor, un ptérodactyle qui vit dans le vortex et qui a suivi le Docteur en 1930 et qui tourne autour du Zeppelin depuis le début de l'intrigue. Le Docteur, à la fin, est empli de doutes car, dans cette version de l'histoire, il n'y a eu aucun survivant au crash et Charlie en a malgré tout réchappé. Cela pourrait conduire à de terribles paradoxes temporels, mais le Docteur trouve cela injuste de devoir sacrifier une vie innocente dans ce contexte et il préfère à la place inviter Charlie et le Vortisor à découvrir l'univers en sa compagnie. Après cela, nos héros vont vivre quelques aventures assez classiques, mais qui permettent à nos personnages de développer leur complicité et de voir ce qu'ils sont capables de faire. Dans le second épisode, Sword of Orion, alors que le Vortisor baptisé Ramsay est malade et que le TARDIS est embarqué dans un vaisseau cargo de l'an 2503, nos héros se retrouvent avec un équipage en conflit dans l'épave d'un croiseur Cybermen à la dérive.
Et les remarques de Charlie vont permettre au docteur de comprendre que la capitaine Jensen, ici présente, est en réalité ici pour récupérer les informations sur la cyberconversion, alors que la guerre d'Orion opposant les humains à leur création, les androïdes, fait rage. Après cela, dans The Stones of Venice, le docteur souhaite emmener Charlie dans la Venise de la Renaissance et l'emmène dans la Venise de 2294. Là, nos héros vont être plongés dans le chaos d'une cité décadente, remplie de désespérés, de fanatiques et de révolutionnaires. Tous soumis à une prophétie qui dit que la dame Estella, morte de chagrin après que son mari, le doge Orsino, l'a perdue aux cartes, reviendra sauver la ville qui se dégrade de façon surnaturelle. Comme vous l'aurez bien évidemment remarqué, je reste suffisamment flou pour que les épisodes, si vous décidez de les écouter, vous surprennent encore et je donne quand même suffisamment de détails pour permettre une compréhension globale et générale de la chose, même si, je tiens à vous prévenir, je spoilerai le dénouement de cet épisode à la fin de la vidéo. C'est au 4e épisode, Minuet in Hell, que les choses se gâtent. Nous avons affaire à l'épisode le moins bon de la saison, trop long pour ce qu'il raconte et qui a du mal à instaurer son ambiance horrifique / adulte. En gros, un taré du nom de Dashwood III concourt pour devenir gouverneur d'un nouvel état des États-Unis, le Mallebolge, et est en vérité à la tête de la secte du Hellfire Club. Et son but est, avec son épouse Dale Pargeter, médecin, d'utiliser une machine qui retire la conscience pour introduire des démons dans le corps de ses patients. Pour l'arrêter, nous aurons un docteur amnésique, son camarade de cellule Gideon Crane, qui a ses souvenirs, une Charlie qui a été reconvertie en esclave sexuelle, 2 chevaliers de l'ordre de Saint-Pierre et un brigadier Lethbridge Stewart à la retraite. Ah oui, au fait, Ramsey le Vortisor a été libéré parce qu'il a tenté de manger Charlie. Au milieu de cette tentative un peu maladroite d'adultifier Doctor Who, un détail est néanmoins à prendre en compte, à savoir que Charlie est un moment envoyée dans la dimension des démons, alors qu'elle doit être sacrifiée, mais les démons n'en veulent pas car, pour eux, elle est déjà morte. Ce qui, arrivé à la fin de cette première run, donne, malgré un épisode décevant voire mauvais, envie d'en savoir plus sur ce qu'il va se passer, tout simplement. Nous arrivons donc en 2e partie de la saison qui va des épisodes 5 à 10. Invaders from Mars est un superbe épisode historique qui nous plonge dans le Manhattan de 1938. Le docteur et Charlie vont endosser le rôle d'un détective privé qu'ils ont trouvé mort et vont devoir se confronter à la mafia qui est en pleine lutte intestine suite à la découverte des restes d'un vaisseau spatial qui ne va pas rester longtemps sans secours. Sachez également que des agents de l'Allemagne de cette époque et de l'URSS sont impliqués dans l'affaire et qu'au milieu de tout ça, Orson Welles enregistre La Guerre des Mondes. Après ce très bon épisode, nous passons au meilleur épisode de la saison. Si ce n'est un des meilleurs épisodes de Doctor Who tout court, à savoir The Chimes of Midnight. Le TARDIS atterrit dans un endroit obscur, une grande maison édouardienne le 24 décembre 1906. Le temps semble figé en ces lieux, et quand il suit à nouveau sa course, un cri retentit et quelqu'un est assassiné, et tout recommence au son des carillons de minuit. Je ne veux pas donner plus de détails, mais cet épisode est la conséquence directe du sauvetage de Charlie. Il a provoqué un paradoxe temporel dans la vie d'une personne qui aimait beaucoup Charlie et n'a pas supporté sa mort initialement prévue dans le R101. De ce paradoxe a pris vie Edward Grove, une entité malveillante qui se nourrit de la mort de la dénommée Edith Thompson et d'autres protagonistes pour vivre dans une boucle temporelle. C'est moi ou mon plan de caméra est pas droit ? Nos héros vont bien évidemment s'en sortir, mais cet épisode vient quand même ébranler la confiance que Charlie peut avoir en le docteur et elle sent qu'il lui cache quelque chose de terrible, mais ça devrait aller. Après tout, le paradoxe semble avoir été neutralisé. Qu'est-ce qui pourrait se passer d'encore pire ? L'épisode suivant, Seasons of Fear, qui est un de mes épisodes préférés, commence alors que le docteur a enfin réussi à emmener Charlie à Singapour en 1930 comme elle le souhaitait. Tout allait bien, jusqu'à ce qu'un dénommé Sebastian Grail se pointe devant le docteur, se foute de sa gueule, lui disant qu'il vient de son futur et qu'il l'a tué, puis il disparaît. Dès lors va commencer une traque et un affrontement entre le docteur, Charlie et Grail sur la Terre et à différentes époques, à savoir en 305, dans un corps romain qui célèbre le culte de Mitra, là où tout a commencé pour Grail qui a rencontré ses nouveaux maîtres, en 1055 à la cour d'Édouard le Confesseur et en 1806 dans un manoir britannique qui abrite les premiers adeptes du Hellfire Club et où l'identité des maîtres de Grail est révélée, à savoir les Naimon. Je n'en raconte pas davantage, mais sachez juste qu'à la fin de cet épisode, une étrange entité se matérialise et elle ressemble physiquement à Charlie, mais en version toute violacée. Elle va
dévorer certains des protagonistes de l'épisode, puis se mettre en chasse du Docteur et de Charlie. Suite à cette aventure, nous avons l'épisode Embrace the Darkness, qui est une aventure assez classique et à la fin que je trouve assez décevante personnellement, non pas tant dans sa révélation que dans son exécution. Alors que le Docteur croise une flotte de TARDIS type 70, il préfère partir faire une quête secondaire car Charlie se demande pourquoi le système Cimmeria est plongé dans les ténèbres. Arrivé sur Cimmeria 4, il tombe sur un complexe scientifique avec ses occupants dépossédés de leurs yeux, plongés dans l'obscurité par l'espèce locale qui fuit la lumière comme la peste, et veut empêcher l'équipe scientifique de créer un soleil artificiel, car cela leur apportera la mort en attirant à eux les Solariens qui ont presque éteint la race des Cimmériens. Ceci dit, on peut noter que un robot, dans cet épisode, va détecter une sorte d'anomalie chez Charlie, comme une sorte de maladie, mais qu'il ne parvient absolument pas à identifier. Nous arrivons à l'avant-dernier épisode, qui est Time of the Daleks, et qui est aussi la dernière partie de l'histoire Dalek Empire. Le Docteur décide d'enquêter sur la possible disparition de Shakespeare à travers l'histoire et va se retrouver à Londres en 2050 alors que le pays est sous la loi martiale et que Maria Lerman, qui est à la tête du pays, aide les Daleks à construire une machine à voyager dans le temps et l'espace avec la promesse que l'héritage de Shakespeare sera préservé. La machine créée fonctionne avec des miroirs qui envoient vers plusieurs époques, notamment en 305 durant les événements de Seasons of Fear. Ce qui explique pourquoi, un moment, dans l'épisode Seasons of Fear, de nulle part, sortent des Daleks et les Romains se foutent sur la gueule avec. Les Daleks vont contraindre le Docteur à travailler pour eux avec Charlie comme otage, qui va longtemps se balader avec un stabilisateur temporel que les Daleks ne doivent surtout pas obtenir. Les Daleks sont finalement défaits et enfermés dans une boucle temporelle, mais le temps semble d'une certaine façon s'effondrer sur lui-même alors qu'ils ont été stoppés. Nous arrivons donc à l'épisode final de cette deuxième run et de cette saison, à savoir Neverland, qui voit se dérouler la crise de l'anti-temps. C'est donc le retour de la quête principale avec les Seigneurs du Temps à bord de leur TARDIS type 70 qui vont arraisonner le TARDIS du Docteur et le capturer ainsi que Charlie. La présidente, Romana, et Vansel, le coordinateur de l'agence d'intervention céleste, autrement appelée CIA, explique au Docteur que le paradoxe du sauvetage de Charlie a créé un lien avec un autre univers qui est composé d'antimatière mais également d'anti-temps. Charlie va être utilisé comme un portail pour permettre à la CIA, Romana et au Docteur de passer dans l'autre univers à bord d'une grande station des Seigneurs du Temps. Ils vont rencontrer alors le peuple qui n'a jamais été, composé de tous les opposants politiques que Rassilon envoya aux oubliettes et qui furent effacés du temps et envoyés ici, raison pour laquelle personne ne se souvient d'eux. Leur chef, qui faisait autrefois partie de la CIA, a bel et bien l'intention de venger ses camarades et a répandu des rumeurs comme quoi Gallifrey serait menacé par Zagreus, une entité de cauchemar qui appartient aux contes et légendes des Seigneurs du Temps, mais qui est fictive, et que seul Rassilon pourrait les protéger. Elle a fait croire que le cercueil de Rassilon était ici dans cette dimension et non pas enfermé dans la tour sombre comme tout le monde le pense. Mais ce cercueil contient en vérité une bombe d'antitemps qui explosera dès qu'elle rejoindra le bon univers. La folie s'empare des membres de la CIA et Charlie, dans une déclaration d'amour déchirante, demande au Docteur de la tuer car elle est leur seul moyen de retour. Le Docteur s'y refuse et fuit. Alors que Romana, grâce à la matrice, réussit à quitter la station, le Docteur, avec les conseils de l'esprit de Rassilon, sauve son univers en matérialisant le TARDIS autour de la station qui arrivait finalement aux abords de Gallifrey et celle-ci explose. Après la déflagration, Charlie retrouve le Docteur dans la salle de la console et celui-ci la gifle et lui fait face, révélant qu'il n'est pas le Docteur, mais Zagreus. Vient enfin le dernier épisode de cette histoire qui vient conclure ce récit, à savoir Zagreus, un épisode qui fait presque 4 heures, qui est difficile à suivre et qui est une sorte de micmac entre les agissements de Rassilon et Alice au pays des merveilles. Mais on va résumer ça. Alors que le Docteur Zagreus est complètement névrosé et hors de contrôle, le TARDIS le sépare de Charlie et va occuper le Docteur en matérialisant des éléments d'Alice au pays des merveilles. Sous la forme du brigadier, le TARDIS va accompagner Charlie à travers 3 visions du passé, montrant un prêtre obsédé par l'évolution ouvrir une faille spatio-temporelle en pleine guerre froide, un seigneur d'une maison de Gallifrey qui enquête sur les travaux de Rassilon, notamment sur la régénération, et enfin l'oncle Winkle, qui a un parc d'animatroniques qui cache l'entrée de la fonderie de Rassilon et la protège. Ces 3 personnages ont les visages du 5e, du 6e et du 7e Docteur. Au travers de ces histoires, on apprend que Rassilon, alors qu'il travaillait sur la régénération et sur le voyage dans l'espace et le temps,
a tenté de disséminer au travers des espèces intelligentes en devenir les gènes des Gallifréens et qu'il a banni dans un autre univers toutes les espèces avec lesquelles ça n'a pas pris. C'est ainsi qu'il a créé l'univers Divergent avec les Divergents. Le Tardis en a finalement assez du Docteur et de Charlie, surtout du Docteur à qui elle reproche d'avoir perdu la notion de frontière entre amour et amitié et de l'avoir sacrifiée elle pour contenir l'explosion et sauver Charlie sans lui demander son avis au préalable. Le Tardis est également infecté par Zagreus et s'est allié à Rassilon qui souhaite écarter Romana de la présidence et laisser Zagreus prendre sa place car il est le seul à pouvoir vivre dans les deux univers et donc à pouvoir exterminer les Divergents. Avec les fragments de l'ancien extérieur du Tardis, Zagreus forge une épée Vorpal d'Antitan. Il se retourne contre Rassilon et le bannit dans l'univers Divergent. Lâchant son arme dans un moment de lucidité, le Docteur demande à Charlie de l'achever, ce qu'elle refuse de faire. Le Tardis, sous la forme du brigadier, engage alors la lutte contre Zagreus qui émerge à nouveau et parvient à le chasser du Docteur grâce à une potion en scénarium. Le Tardis va alors reprendre sa bonne vieille forme de boîte bleue et le Docteur va décider de se mettre en quarantaine et d'aller dans l'univers Divergent pour protéger son univers de sa présence. Seulement, il n'avait pas prévu que Charlie le suivrait en passant par la porte de derrière du Tardis, et oui, il y a une porte arrière au Tardis. Bon, bah c'était un sacré morceau à traiter, et on l'a fait, et on peut dire que mine de rien, c'était une assez bonne saison avec des enjeux assez terribles. On a affaire quand même à une très bonne écriture, même si elle est parfois assez inégale, comme avec des épisodes du style Minuet in Hell ou encore Embrace the Darkness, mais ça n'empêche bien évidemment pas le tout d'être cohérent. Et pour revenir une fois de plus sur l'épisode Minuet in Hell, il fait partie avec l'épisode Sword of Orion d'épisodes hommage à la série Doctor Who Audiovisuals, qui est une série qui a vu le jour fin 80, début 90, qui étaient des aventures audio de Doctor Who, faites par des fans de Doctor Who. Et oui, j'ai dit des aventures et je vous emmerde. Et il faut savoir que la plupart des gens qui ont participé à ce petit projet ont fini par travailler pour la BBC ou pour Big Finish, ce qui est par exemple le cas de Nicholas Briggs, qui ici a fait le rôle de Gideon Crane dans Minuet in Hell, mais que vous connaissez pour faire la plupart du temps la voix des Daleks et des Cybermen. Cette saison a aussi pour avantage de présenter les thématiques et les ambiances qui sont assez essentielles aux personnages du 8e Docteur, comme par exemple le thème de la mémoire et de l'amnésie, présenté par exemple dans Minuet in Hell, et qu'on peut également retrouver avec Time of the Daleks et la disparition de la mémoire des gens de Shakespeare. L'ambiance des aventures du 8e Docteur peut parfois être un peu horrifique et on ne retrouve pas ça chez les autres Docteurs, tant dans le sound design par exemple quand il y a quelqu'un qui se fait déchirer par un Cyberman, ou même dans la musique avec par exemple le générique repris par David Arnold que je trouve absolument magnifique. Pour moi il provoque de l'étrangeté, du mystère, le frisson de l'aventure un peu terrible et autres, j'adore ça. Pour ce qui est du traitement de nos personnages, nous avons affaire à un très bon Docteur qui est assez enjoué, subtil, un romantique avec un petit peu la tête en l'air. Il est prêt à faire beaucoup de choses pour ce qu'il croit être juste. Je ne dis pas qu'il est prêt à tout, car il est tout de même moins impitoyable que sa précédente incarnation. Et ceci dit, il cherchera toujours à faire appel à la raison de ses adversaires avant de devoir les combattre. Et pour ce qui est de notre très chère Charlotte Pollard, que j'appelle Charlie depuis le début car c'est comme ça que les amis l'appellent, suis-je son ami? Non. Je trouve que c'est une compagne qui est particulièrement attachante, elle est intrépide, elle est souvent sur la même longueur d'onde que le Docteur et elle sait se débrouiller par elle-même dans la plupart des cas. Et je trouve ça génial, au vu de leur dynamique, d'avoir la première romance que le Docteur a avec une de ses compagnes, bien loin du bisou cliché qu'on a eu à la fin du téléfilm, je vous rassure. Et quelque part ça ne tombe pas comme un cheveu au milieu de la soupe, au vu des raisons qui ont poussé le Docteur à vouloir la sauver, de l'attachement qu'il a pour elle, et inversement, et même c'est, entre guillemets, présenté et anticipé par certains épisodes, comme The Stones of Venice, que j'avais prévenu que je spoilerais. À la fin de cet épisode, Dame, Estella et le Doge Orsino doivent se sacrifier car leur relation et leur amour a été toxique pour l'univers et en disparaissant, ils sauvent la ville. Et c'est au final ce qui se passe à la fin de Zagreus où Charlie et le Docteur doivent disparaître pour permettre à l'univers de continuer d'exister.
Là où cette saison a fait très fort, surtout avec l'épisode Zagreus, c'est d'avoir ouvert et présenté la personnalité du TARDIS, matérialisé comme jamais on ne l'avait vu, très physiquement, sous les traits du brigadier Lethbridge Stewart, incarné par Nicolas Courtney. Et c'est la première fois, bien avant Idris, qu'on avait eu une manifestation de la conscience du TARDIS aussi concrète. Au final, l'histoire de la crise de l'Antitan était superbement bien construite, l'idée générale était présente tout le long de la saison, et même les épisodes qui en semblent le plus détachés de cette intrigue portent un indice qui aura son importance dans la résolution de l'histoire. On n'a pas affaire à une saison où tout son final se joue sur ces 2 épisodes, avec des indices soit trop absurdes, ou soit trop grossiers pour être correctement interprétés, qui se baladent tous les 5 épisodes. Donc voilà, je vais sans doute me répéter, mais pour moi, c'est une excellente saison, et je vous conseille de l'écouter si vous en avez la possibilité. Je rappelle que tous les épisodes dont j'ai parlé sont disponibles à l'achat à l'unité sur le site de Big Finish pour un peu moins de 3 € en dématérialisé, parce que forcément sous format compact vous les aurez que sur eBay et ça vous coûtera au moins 70 € chacun, hein, n'est-ce pas? Et en ce qui me concerne, moi, je vais vous laisser ici, car cette vidéo est malheureusement terminée. Nous retrouverons le mois prochain, du coup, pour parler de je ne sais pas quoi. Je ferai peut-être un petit sondage sur TikTok pour voir quel sujet vous intéressera plus qu'un autre. Et quoi qu'il en soit, d'ici là, portez-vous bien, c'est le plus important.